Auditrices, auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à l'heure de Rétro 7 sur Victoire FM, la 96.3. Ce matin, Rétro 7 s'honore d'accueillir le premier secrétaire du Parti socialiste pour le renouveau, PSR, M. Komi Olu, un professeur agrégé en droit privé et sciences criminelles, ancien doyen de la faculté de droit de l'université de Lomé. Le professeur Olu a été candidat au dernier scrutin présidentiel, l'élection présidentielle de février 2020. Au cours de cet entretien, nous parlerons des récentes lois sur la révision du code électoral, la décentralisation et les manifestations publiques pacifiques, du projet de décret pris mercredi dernier en Conseil des ministres portant réglementation des établissements privés d'enseignement supérieur, des dysfonctionnements de la justice togolaise à travers la dernière sortie du président de la Cour suprême. Nous parlerons également de l'opération de désencombrement des voies publiques dans le Golfe 5. C'est une opération qualifiée par certains de démolition. Sur le plan international, nous avons retenu l'expulsion par les autorités de la transition, par les autorités de la transition du représentant de la CEDEAO, la reprise du procès sur l'assassinat de Thomas Sankara et le nouveau coup d'État intervenu au Soudan. Bienvenue donc à toutes et à tous. Bonjour professeur Olu. Bonjour monsieur Dela Agbo et bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Merci de m'avoir invité surtout. Je vous en prie. Le Parti socialiste pour le renouveau, dont vous êtes le premier secrétaire, a participé aux travaux de la CENAP avec le recul et au vu des conclusions issues des discussions. Diriez-vous que vous êtes un homme heureux qui estime avoir fait sa part pour aider son pays à avancer? Merci beaucoup. Et pour répondre à cette question, je vous dirais qu'il y a quelque chose de pire que de n'avoir pas réussi. C'est de n'avoir pas essayé. Et je crois dans cette logique, je dirais que je suis heureux d'avoir fait ma part en acceptant de discuter parce que nous sommes convaincus que sans les discussions, sans des concertations permanentes, notre pays ne pourra pas avancer, vu la situation actuelle. Nous sommes déjà plus ou moins dans une situation d'impasse qui pourrait s'aggraver de tout point de vue. Et dans ces conditions, accepter, aller discuter, et je crois que c'est un devoir. Et de ce point de vue, je suis heureux d'avoir fait ma part. Alors, relativement aux conclusions, oui. Les conclusions n'étaient pas à la hauteur de nos attentes. Mais vous savez, lorsque vous allez pour discuter, vous avez des positions que vous défendez. Il n'est pas certain que les autres aient les mêmes positions. Et donc, vous aboutirez à des solutions peut-être de compromis qui finalement ne vous satisfont pas entièrement. Et ensuite, il faut reconnaître que nous n'étions pas dans une position de force, il faut le reconnaître. L'opposition togolaise aujourd'hui n'est pas dans une position de force qui lui permette d'exiger certaines choses et de les obtenir. Donc, de ce point de vue, les conclusions ne sont pas entièrement à la hauteur de nos attentes. Et oui, troisième étape maintenant, je ne sais pas si vous allez en venir, relativement à la mise en œuvre de ces conclusions, c'est le troisième aspect. Et certains aspects ont commencé et il y a encore d'autres choses à faire, mais pour l'heure, nous pourrons dire également que nous ne sommes pas totalement satisfaits, mais nous devons maintenir ce dialogue, continuer, puisque l'esprit est celui de pouvoir faire des concertations, des discussions permanentes et grignoter et avancer. Alors, est-ce que vous avez senti au moins la volonté du côté du pouvoir de véritablement avancer, de véritablement faire des réformes? Vous savez, lorsqu'on discutait, si je m'en tiens au climat qui a prévalu lors des discussions, c'est vrai qu'il y a eu des points sur lesquels on a beaucoup discuté, que nous trouvions qu'on n'aurait pas dû discuter. Mais dans l'ensemble, le climat paraissait un climat convivial, un climat qui permettait de discuter. Mais comme je le disais, il y a certains points sur lesquels nous aurions souhaité vraiment que nous puissions avancer de façon plus substantielle. Et ce n'est pas le cas.
Mais il ne faut pas se décourager. Il faut continuer, grignoter et avancer. Alors, analysons un peu quelques propositions et quelques conclusions de cette discussion. Le type de CENI proposé est, une fois encore, une CENI politique. Qu'en dites-vous? Et que pensez-vous de la composition de la CENI et de celle des CELI? Oui, il faut dire que de ce point de vue, il y a eu de légères modifications qui ne vont pas changer les choses de façon substantielle. Il faut le reconnaître ainsi. Mais vous savez, et nous l'avons dit lors des discussions, il faut savoir diagnostiquer les choses et trouver les solutions les plus adéquates. Le problème des élections au Togo se trouve moins dans les textes que dans leur mise en œuvre et surtout concrètement ce qui se passe lors des scrutins. Et c'est pour cette raison que c'est plutôt un travail sur la mentalité, sur les mentalités qui doit pouvoir se faire. Et je vous dirai certaines choses, les fraudes que nous déplorons et lors de ces élections, certaines violations. Je ne vais pas défendre le régime du tout. Mais parfois, je sais que c'est localement que des décisions sont prises d'agir ainsi. C'est-à-dire que ce n'est pas au sommet de l'État que la décision, que les instructions ont été données. Chacun dans son coin veut plaire aux responsables, de sorte que tous les moyens à mettre en œuvre localement pour obtenir certains résultats, même si ces moyens sont illégaux, chacun se décide, si c'est possible à le faire, de le faire. Et donc, dans ces conditions, ce ne sont pas les textes qui vont régler ces problèmes. Il faudrait plus des discussions, changement de mentalité. Et nous avions même proposé, à l'occasion de ces discussions, qu'une délégation, des délégations formées des différentes formations politiques, l'opposition, le pouvoir, les membres du gouvernement également, puissent aller sur le terrain, travailler, discuter, expliquer à la population le bien fondé des élections. Est-ce qu'il n'est pas temps de prévoir des sanctions aux fraudeurs? Voilà. Non, les sanctions existent, mais ces sanctions ne sont pas appliquées. Oui, pourquoi? Mais effectivement, s'il n'y a pas cette volonté politique de les appliquer, il n'y a pas cette volonté politique de mettre la main sur ceux qui le font et de les traduire devant la justice, eh bien, il n'y aura pas de sanctions. Et c'est justement pour cette raison que c'est une transformation des mentalités. Il faut que cette volonté aussi soit réelle au niveau de nos dirigeants, que nous puissions aller expliquer. Et peut-être que ce faisant, les populations peuvent mieux comprendre, ou les auteurs de ces fraudes, par exemple, puisque ce sont des citoyens aussi qui sont dans la masse, peuvent mieux comprendre cette opportunité. Moi, en tant qu'opposant, si je vais parler de ces choses, expliquer ces choses, ce ne serait pas aussi pris en considération que ça. Que le gouvernement lui-même aille le faire, on dira, mais que les deux, toutes les tendances aillent ensemble discuter et expliquer, faire poser des questions. Et je crois que c'est un travail de transformation de mentalité à laquelle je tiens beaucoup. Voilà. Au cours d'une conférence de presse animée mercredi, la dynamique Monseigneur Kodjo a passé en revue la situation sociopolitique de notre pays, le Togo, et selon celle-ci, les dernières sorties de certains partis de l'opposition qui ont pris part aux récentes discussions dans le cadre de la CENAP témoignent à n'en point douter de l'échec des discussions. Ça, c'est la DMK qui parle. Et la DMK ajoute que les partis d'opposition qui sont prêtés à ce jeu ont commis une grave faute politique et qui ne sert aucunement les intérêts du peuple togolais. Alors, une réaction? C'est leur point de vue. Ce sont des partis politiques. Je suis un parti politique. Qu'un parti politique juge mes actions, c'est son droit. Et j'attends leurs propositions aussi concrètes qui nous permettront d'avancer dans notre pays. Et s'ils ont d'autres solutions que de pouvoir discuter, ouvrir, permettre des contacts, qu'ils le fassent pour que le Togo sorte très vite de sa situation. Alors, l'une des solutions que la DMK propose justement, et elle l'a répété cette semaine et au cours de cette conférence justement, la DMK dit qu'il faut restaurer la vérité des urnes, c'est-à-dire déclarer son candidat à la présidentielle de février 2020, M. Agboume Kodjo, vainqueur. Alors, êtes-vous prêt à la soutenir dans ce combat ou pour vous, il est temps de tourner la page de cette présidentielle à laquelle vous aviez vous-même participé en tant que candidat? Oui, je l'ai déjà dit ailleurs. Quand on utilise l'expression tourner la page, quand on lit un livre, le même livre, peut-être que nous ne pourrons pas le lire à la même allure ou vitesse. Chacun pourrait tourner la page au moment où,
lui semble. Et je suis aussi réaliste dans mes démarches politiques. Donc, s'ils ont cette capacité de faire restaurer cette vérité des urnes, comme ils l'affirment, bon, qu'ils le fassent, nous en prendrons acte. Voilà. Bien, la suite de notre entretien, dans un instant, le temps pour Hervé Essay de nous rappeler les principaux faits marquants de l'actualité nationale de cette semaine. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence du chef de l'État Faure Gnassingbé. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, un projet de décret et écouté 3 communications. Le projet de décret portant réglementation des établissements privés d'enseignement supérieur détermine les conditions, modalités et procédures d'exercice des activités des établissements privés d'enseignement supérieur. Par ailleurs, le dit décret, d'après le communiqué ayant sanctionné ce Conseil des ministres, protège les apprenants et garantit une formation en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Christian Trimois, porte-parole du gouvernement. Les cadres que nous formons pour demain, le secteur privé qui intervient dans l'enseignement a une part importante. Le gouvernement a le souci de garantir au moins les diplômes qui sortent de ces établissements. Quand on a fait autant d'efforts, que ce soit de la part du gouvernement, de la part des familles, de la part des étudiants eux-mêmes qui se sont inscrits, qui ont étudié pendant toute une année, 2 ans, 3 ans, qu'ils soient sûrs que le diplôme qui leur est délivré est reconnu d'abord par les institutions togolaises et que ce diplôme est également reconnu à l'international dans les autres pays où ils voudront poursuivre éventuellement d'autres études ou éventuellement où ils pourront faire carrière. Madame Awanana Daboya, médiateur de la République, a prêté serment ce lundi 25 octobre 2021 pour un nouveau mandat de 3 ans. C'était devant les juges de la Cour constitutionnelle en présence de la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yawa Djibori Tchegan, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. Le médiateur de la République a pour mission de recevoir la déclaration des biens et avoir des hautes personnalités, hauts fonctionnaires et agents publics. Cette loi vient en effet marquer d'un cachet spécial la dynamique de l'état de droit dans laquelle notre pays s'est engagé et où le bon sens doit guider nos actions vers l'écoute des usagers des services publics avec impartialité, indépendance, discrétion et discernement afin de faire face aux réclamations en règlement des différends qui opposeront l'administration et les administrés. Rentrée politique ce mercredi 27 octobre 2021 à Lomé de la dynamique Monseigneur Podjro. Au cours d'une conférence de presse animée à cette occasion, les responsables de ce regroupement politique, conduite par sa coordinatrice Brigitte Kafouya-Diamagbo-Johnson, ont passé en revue et donné leur avis sur les sujets brûlants de l'heure dans le pays. Brigitte Kafouya-Diamagbo-Johnson, coordinatrice générale de la DMK. Il est temps d'aller vers l'alternance. La question des droits de l'homme, nous avons déploré le fait que le régime a gardé plus d'une centaine de détenus politiques, qu'il fasse du surplace, qu'il s'entête, alors que tout montre que la situation des droits de l'homme est aussi préoccupante au Togo. Nous voulons dire haut et fort qu'à la DMK, nous allons suivre avec une extrême vigilance ces relations-là et que nous donnerons l'alerte. L'Association togolaise des consommateurs ATC de concert avec l'Organisation pour l'alimentation et le développement AWADEL, en conférence de presse ce mardi à Lomé, tire la sonnette d'alarme sur les tomates concentrées importées au Togo. Selon les résultats obtenus sur 16 échantillons de tomates sur le marché, 6 seulement respecteraient les normes de qualité, tandis que les 10 autres présenteraient un taux élevé de plomb dangereux à la santé. Dans ce mois d'octobre 2021, consacré mois du consommé local, l'OADEL exhorte les autorités à interdire la commercialisation des tomates importées. Tata Ametoigninou, directeur exécutif de l'OADEL. On ne peut pas accepter que les produits importés arrivent à bas prix et concurrencent de façon déloyale nos produits locaux, mais en plus qui détériorent notre santé et qui donnent en fait encore du travail au gouvernement parce que le gouvernement doit encore dépenser pour maintenir en bonne santé la population. Je crois que c'est quelque chose qui est révoltant et il faudrait que l'autorité prenne la mesure de la situation et puisse faire son travail. Il n'y a rien de mieux que de consommer le local. Une équipe de la mairie de la commune du Golfe 5 sous la conduite du maire Aboka Kossi a mené lundi une opération de désencombrement des voies publiques au quartier Avenue Ouest. Les raisons de cette opération avec Aboka Kossi, maire de la commune Golfe 5. L'occupation des trottoirs avec les installations anarchiques n'embellissent pas l'image de notre capitale Lomé. C'est pour cela que, après ces sensibilisations, le Conseil a décidé que nous passions à l'étape supérieure
qui est le dégagement de toutes les installations sur les trottoirs, empêchant les piétons de circuler librement. Les occupants des lieux qui ont assisté impuissants à la destruction de leurs kiosques, ateliers et étalages affirment ne pas comprendre ce qui leur arrive. Les gens de l'Amérique Golfe 5 viennent prendre des tickets chez nous et on les a demandé quels sont ceux qui ont dégagé sur les conteneurs et d'autres viennent pour prendre l'argent. Ils nous ont dit de laisser ça, afin de dégager, ce n'est pas dedans. On continue pas à payer les tickets. Ils sont venus, ils ont rasé tout. On prend les tickets 2500 par mois. Ils viennent chaque fin du mois pour prendre. Moi, la solution que je demandais au gouvernement de venir nous trouver solution. Au lendemain de l'opération de désencombrement effectuée par Aboka, le maire de la commune de Golfe 7, Mehdi Kounou, qui dispute ce ressort territorial avec son collègue, s'est rendu sur les lieux pour constater les faits et consoler ceux qui, par le fait de cette opération, ont perdu les moyens par lesquels ils gagnaient leur pitance de chaque jour. Enfin, nécrologie, un dernier hommage a été rendu ce jeudi à l'Assemblée nationale au deuxième questeur Modibo et Sohana Balakiyem Eklou, décédé le 13 octobre dernier. C'était en présence de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djiboli Tchegan. Feu Modibo Eklou et Sohanam est né le 31 décembre 1960 à Lamatessi, dans la préfecture de Tchaoudjo. Il a débuté sa carrière professionnelle en 1987 à la Direction générale des impôts. Après des formations complémentaires à l'ENA, il est devenu inspecteur des impôts. Parallèlement à sa vie professionnelle, il s'est pris de passion pour la politique. Suppléant aux élections législatives de 2007 et de 2013, c'est en 2018 qu'il se fait élire député de Tchaoudjo sous la bannière du parti UNIR. Nous reprenons là où on s'était arrêté, professeur Oulu, avec la DMK. Pour cette coalition politique, le vote par l'Assemblée nationale de la loi portant prorogation de 12 mois de l'état d'urgence sanitaire est inopportun. Alors, quelle est la position du PSR par rapport à ce sujet? Vous savez, la situation sanitaire dans notre pays a fait l'objet d'une gestion avec des hauts et des bas. Et j'avoue honnêtement qu'il y a certaines dispositions, certaines mesures qui ont été imposées dans notre pays et qui ne méritaient pas d'être imposées. Il faut le reconnaître comme tel. Et on peut dire dans une certaine mesure que le gouvernement a essayé de suivre des mesures qui ont été prises ailleurs. Par exemple, en France, des dispositions prises en France, et une sorte de mimétisme qu'on ne peut pas soutenir. Parce que la situation en France n'est pas la situation au Togo. Dès le départ, quand les choses avaient commencé avec des statistiques, aujourd'hui je n'ai pas très bien suivi, mais à l'époque, lorsqu'on fait les choses en termes de pourcentage, on se rend compte que pour un Français, un Togolais peut-être qui mourait, en termes de pourcentage, on en avait 100 en France. Et cela a pu justifier certaines mesures, certaines dispositions qui ont été prises en France. Alors que nous n'étions pas dans cette situation. Et aujourd'hui, quand vous voyez même en France, en fonction de l'évolution de la situation, en disant que les circonstances n'exigent plus ces mesures. Et je crois que c'est en tenant compte de cela qu'on aurait dû prendre des dispositions adaptées, adéquates. Vous savez, en la matière, quand on prend ces dispositions donc, sur ces questions sanitaires, nécessairement, on porte atteinte aux droits de l'homme. Et cela s'explique ou peut se justifier par la nécessité de protéger aussi la population. Mais toutes les fois qu'il y a des dispositions qui portent atteinte aux droits de l'homme, il existe un principe, c'est le principe de proportionnalité. Oui. Et de vérifier, est-ce que la mesure que nous préconisons et qui porte atteinte aux droits, est-ce que cette mesure est indispensable pour atteindre l'objectif que nous visons? Première question. Deuxième question, est-ce que cette mesure nécessaire, dans sa mise en œuvre ou dans son ampleur, se trouve proportionnelle par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre? Ce sont des questions que l'on pose et qui constituent une sorte de fil conducteur. Et je crois que cette démarche n'a pas été faite par le gouvernement togolais pour expliquer, en tout cas pour pouvoir prendre ces dispositions, de sorte que ces prorogations ou ces dispositions paraissent parfois disproportionnées. Vous parlez de mesures qui ne s'imposaient pas. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples Prenons le cas de ces vaccinations, que de façon... finalement, ils ont rendu obligatoires. Dans les faits, ils les ont rendues obligatoires.
ce n'est pas normal. Puisque ces vaccins, quoi qu'on dise aujourd'hui sur le plan scientifique, il y a encore des doutes. Personne ne peut dire aujourd'hui avec certitude quels seront les effets à court ou à long terme. Personne ne saurait le dire. Et ensuite, avec ces vaccins qu'on répète, deuxième dose, troisième dose, pour l'instant, nous ne sommes pas encore à la troisième dose. Quelles en seront les conséquences? Ça protège pour combien de temps? Donc, face à de telles incertitudes, imposer une vaccination, à mon sens, c'est une erreur politique. Je ne le souhaite pas. Si dans quelques années, cela se révélait que cela présentait peut-être des risques graves, parce que certains semblent dire que ça pourrait désorganiser notre système d'immunité naturelle. Et je ne suis pas scientifique, et ce sont des médecins, des scientifiques dans ce domaine également qui l'affirment. Et donc, face à ces situations, est-ce qu'il n'aurait pas été souhaitable donc, de prendre ces mesures barrières, de les respecter plutôt que d'aller dans cette vaccination obligatoire? Bien. Alors, selon la revue Africa, tout n'est pas que noir, selon la revue Africa Pulse de la Banque mondiale, le Togo est le 5e pays qui consacre plus de ressources à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Un commentaire? Vous savez, ce n'est pas élogieux. Ce n'est pas élogieux. Et moi, je me pose même des questions sur cette situation. Regardez le nombre de personnes, peut-être qui meurent donc du Covid-19. On peut dire parce qu'on a pris des dispositions, des mesures, d'accord. Mais si on était capable de mobiliser autant de moyens, pourquoi le gouvernement ne l'avait pas fait dans d'autres domaines? Vous le savez, ça fait peut-être plus de 10 ans que je crie ce problème de scanner dans nos hôpitaux. Quand un Togolais de Dapan a besoin d'un scanner, il vient à Lomé. Et à Lomé, dans les hôpitaux publics, nous avons besoin de combien de scanners? Pourquoi ces problèmes depuis plusieurs années n'ont pas été réglés? Je me rappelle, il y a, je ne sais pas si c'est en 2005, dans tous les cas, c'est lors du premier mandat du président Faure. À l'époque, la presse avait écrit qu'il a acheté un véhicule qui devait coûter 1 milliard ou 1,5 milliard. Une Maybach. Voilà. À l'époque, la presse avait écouté cela. Et je posais la question à l'époque, si on était en mesure d'acheter de tels véhicules, pourquoi on n'a pas de scanner dans nos hôpitaux? Et moi, je croyais même que le prix des scanners, c'était quelque chose de très grand. Mais j'ai demandé des informations il n'y a pas très longtemps. On me dit qu'avec 200 millions, on achète un scanner. Et si tel est le cas, pourquoi est-ce que le gouvernement togolais ne peut pas en procurer un pour la région centrale, un pour la région des plateaux, un pour la région des savanes? Vous voyez, et le paludisme qui tue beaucoup d'enfants, quelles sont les dispositions? Mais si nous sommes en mesure de mobiliser autant de moyens, faisons-le. Regardez nos hôpitaux, comment les gens, les agents du secteur de la santé, tous les jours déplorent. Et qu'est-ce que le gouvernement fait pour régler ces problèmes? C'est bien de mobiliser des ressources, 5e pays ayant mobilisé les ressources contre la Covid, d'accord, mais qu'on puisse le faire de façon permanente pour répondre aux besoins de nos hôpitaux. Le Conseil des ministres a examiné et adopté mercredi le projet de décret portant réglementation des établissements privés d'enseignement supérieur. Le décret qui détermine, je cite, les conditions, modalités, procédures d'exercice des activités des établissements privés d'enseignement supérieur afin de protéger les apprenants et garantir une formation en adéquation avec les besoins du marché. Alors, professeur Oulou, en votre qualité d'enseignant-chercheur, intervenant tant dans les universités publiques que dans les écoles privées d'enseignement supérieur, avez-vous applaudi la prise de ce décret qui quand même s'intéresse aux universités privées? Je vais être franc, je n'ai pas connu le contenu. Mais du point de vue de la démarche et du point de vue donc, de l'objectif poursuivi, on ne peut que saluer la démarche. Maintenant, il faut qu'on étudie bien le contenu pour voir s'il y a des améliorations à apporter ou si certaines choses sont à supprimer. Mais chercher à protéger les apprenants, et je crois que c'est indispensable pour notre pays, c'est indispensable pour les étudiants,
et c'est indispensable pour les parents. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Alors quels sont les problèmes, avec du haut de votre expérience, quels sont les problèmes auxquels font face les universités privées du Togo et comment y remédier? Vous savez, on peut dire que relativement à la qualité de l'enseignement, il existe des structures de contrôle, c'est vrai, mais toutes ces facultés ne le font pas, ou peut-être ces universités privées, je crois que ne le font pas de la même manière. De sorte que s'il y a des formations, finalement, qui ne sont pas à la hauteur, soit parce que ceux qui dispensent les enseignements ne sont pas à la hauteur, ou soit parce qu'il n'y a pas une transparence absolue dans les évaluations, parce que c'est là aussi un problème. Puisque les parents, parfois, lorsqu'ils payent 1 million, lorsqu'ils payent 600 000, ils payent 500 000, dans leur mentalité, c'est que l'enfant doit forcément réussir. Oui. Et les établissements privés pourraient, dans ces conditions, favoriser des réussites en harmonisant, en arrondissant des notes. Et je crois que dans ces conditions, ça pose un réel problème. Cela voudrait dire que ces étudiants seront titulaires de diplômes, mais ne seront pas en mesure de faire le travail pour lequel ils ont été formés. Et j'ai l'habitude de dire aux étudiants, si vous venez ici pour chercher des diplômes, vous les aurez, mais vous ne serez jamais des juristes. Par contre, si vous voulez des connaissances réelles, non seulement vous aurez ces connaissances, mais vous serez également des juristes. Et il faut peut-être un accompagnement plus poussé de ces établissements privés. Et parfois, il faut tenir compte des frais de scolarité pour régler tous les problèmes. Et ça peut paraître insuffisant. Mais savoir que ces établissements privés sont forcément complémentaires de l'État. Et s'ils sont forcément complémentaires de l'État, l'État doit avoir un réel regard, mais également donner des subventions pour que ces établissements puissent prospérer. Et subventions peut-être même peuvent être en nature. Comme je dis en nature, envoyer aussi des enseignants qui puissent, de qualité, qui puissent travailler dans ces établissements privés. Voilà. Un autre sujet de l'actualité nationale de cette semaine, c'est la prestation de serment de Madame le médiateur de la République. Et donc, peut-être que ça va lancer enfin le processus de déclaration des biens et avoir des hautes personnalités avant leur entrée en fonction. Une réaction par rapport à ça, professeur? Et ce n'est qu'une bonne chose. Ce n'est qu'une bonne chose. Vous voyez, c'est une question sur laquelle j'ai interpellé pendant très longtemps. Ça fait plusieurs années que j'interpelle le gouvernement sur cette question. Parce que notre constitution, c'est depuis la constitution de 92 qu'il est indiqué qu'il faut une déclaration. Eh bien, lorsque vous occupez des postes qui sont tels qu'il peut y avoir des conflits ou que vous pourriez avoir accès peut-être, je vais dire, au fonds public, eh bien, il est indispensable qu'on puisse vous contrôler. Il est indispensable qu'on puisse vérifier si vos biens sont en harmonie avec vos revenus. Et je crois qu'il était temps qu'on le fasse. Et l'effectivité de la loi est indispensable, surtout lorsqu'il s'agit des dispositions constitutionnelles. Et si vous regardez bien, jusqu'à présent dans notre constitution encore, il y a des institutions qui ont été prévues et qui ne sont pas opérationnelles jusqu'à ce jour. Et rappelez-vous que pour la Cour des comptes, il a fallu pratiquement 18 ans avant qu'elle soit mise en œuvre, 16 ou 18 ans avant qu'elle soit mise en œuvre. Et ces questions de déclaration sont indispensables. Vous voyez, j'avais même envisagé pour les élections présidentielles. Je disais que, étant entendu que les gens ont du mal à déclarer leur avoir, mais autant en faire un critère même de condition d'éligibilité. Au moment où vous constituez vos dossiers pour être candidat à la présidence de la République, par exemple, vous faites votre déclaration. En ce moment, ça obligerait tout le monde à le faire. Si après, vous n'êtes pas élu, tant pis. Si vous êtes élu, on sait que le président de la République a déjà fait la déclaration de ses biens. Ça permettra le moment venu de procéder à des comparaisons. Voilà.
Changement de sujet, nous allons aborder à présent les dysfonctionnements de la justice. Professeur, il se dit que les litiges fonciers constituent l'essentiel des dossiers sur la table des juges et que cela donne lieu à des comportements peu orthodoxes de la part de certains magistrats qui jettent le discrédit sur leur corporation. Alors vous qui avez contribué à former beaucoup de juristes, on est tenté de demander si vous n'avez pas fait mal votre travail. Vous avez raison de poser la question, mais vous savez, si cet aspect, je vais dire, de déontologie ou de morale, ce n'est pas de notre sort, ce n'est pas de notre sort. Mais je vais vous dire ceci, certains étudiants vont se rappeler cette phrase. Et il m'arrive de dire dans l'amphi, nous formons des étudiants agneaux qui deviennent des magistrats loups. Je le dis dans l'amphi, il m'arrive de le dire, et je leur dis ceci, je sais que parmi vous, il y a des futurs magistrats. Et le jour où vous allez essayer de faire quelque chose de scandaleux, de malhonnête, rappelez-vous cette phrase que vous êtes des étudiants agneaux, mais vous devenez des magistrats loups. Et c'est d'autant plus inquiétant que dans un pays, il y a le pouvoir exécutif qui a sa tendance à vouloir toujours écraser tous les autres pouvoirs. C'est le pouvoir politique est comme ça. Et le pouvoir législatif n'est pas trop loin du pouvoir politique. Par contre, le pouvoir judiciaire, c'est ce pouvoir où, si vous parlez de l'autorité judiciaire, c'est elle vraiment la clé d'une démocratie. Si dans un pays, la justice marche bien, fonctionne bien, mais le président de la République sera obligé à un moment donné d'être correct. Oui. Les ministres seront obligés d'être corrects. Le citoyen sera obligé d'être correct si l'institution judiciaire fonctionne bien. Pour moi, c'est pour cette raison que c'est quelque chose de sacré. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que la justice togolaise donne l'impression d'être d'un navire ivre, en quelque sorte. Et vous voyez toutes les sorties de gauche à droite, tous ces problèmes qui se posent, ça n'honore pas notre pays. Il est temps, véritablement, de faire l'état général des lieux. Alors, de la situation. Le président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya, est parti en guerre contre certaines pratiques malsaines observées au sein de la justice togolaise. Après la phase des avertissements, il est passé aux actes, comme le réclamaient beaucoup de nos compatriotes en annonçant certaines mesures que je vous invite à réécouter. Au terme des dispositions des articles 682 et suivants de la loi numéro 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial, l'exécution des décisions de justice, arrêt de la Cour suprême, de la Chambre d'adulation, des cours d'appel et jugement des tribunaux en matière foncière devenu définitif et ordonnant l'expulsion forcée ou démolition d'une ou plusieurs habitations est désormais soumise à des prescriptions strictes. Mais face aux dérives dans l'exécution des décisions de justice en matière foncière par certains acteurs de justice, entre autres les huissiers de justice, sur décision des juges, assistés de la force publique ou par des individus peu recommandables, appelés communément les gros bras, et qui créent des désarrois au sein des populations. Pour ce fait, j'en appelle au respect scrupuleux des dispositions pertinentes de la loi ci-dessus évoquée, notamment en ses articles 695 à 701. En conséquence, pour compter de cette annonce, toute expulsion forcée massive, toute démolition d'immeubles, quelle que soit leur envergure, et tout déguerpissement massif de population ordonnés par décision de justice sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et ce, dans les deux ressorts de cour d'appel du Togo, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire, ouverte par nos juridictions. J'engage à cet effet les départements ministériels en charge des auxiliaires de justice, et les officiers de police et les gendarmes judiciaires et autres agents à suspendre jusqu'à nouvel ordre toujours toute assistance requise afférente aux suspensions ci-dessus visées. Désormais, tout individu ou groupe d'individus surpris en train d'entraver ou constituant entrave aux suspensions ci-dessus seront poursuivis pour vandalisme, destruction volontaire et autres. Les responsables des structures étatiques impliquées dans la gestion du foncier sont appelés, chacun à ce qui le concerne, à œuvrer pour la cohésion et le vivre ensemble des populations togolaises. C'était le président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya, qui annonçait des mesures. Alors, quel commentaire suscite de votre part ces mesures annoncées par le président Yaya? Le problème est réel, mais la démarche est à la limite, je dirais, scandaleuse. La démarche est à la limite scandaleuse.
Regardez, je ne parviens pas à qualifier la nature de l'acte pris par le président de la Cour suprême. Je ne sais pas, est-ce que c'est une décision de justice? Ce n'est pas une décision de justice. Le juge n'a pas vocation en réalité à trancher à prendre des décisions de portée générale. Il y a un autre problème, des décisions devenues exécutoires. Et c'est le président de la Cour suprême qui ordonne leur suspension jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que c'est un acte législatif? Je ne sais pas, je ne comprends pas véritablement sa démarche. Quand les problèmes sont réels, il faut peut-être s'asseoir, discuter. Est-ce que cette décision relève de son ressort? J'ai de réels doutes. Vous savez, dans un état de droit, la décision de justice doit être exécutée. Première observation. Cependant, il arrive que l'exécution de certaines décisions puisse troubler l'ordre public. Et le pouvoir exécutif, qui est garant aussi de cet ordre public, peut refuser de donner son assistance en vue de leur exécution. Dans ces conditions, puisque c'est en quelque sorte une atteinte au droit de ce justiciable, il faut que des mesures soient prises pour indemniser la personne. C'est comme ça qu'il faut concilier le respect de l'ordre public avec la nécessité d'exécuter les décisions de justice. Et je crois que c'est devenu un problème peut-être très important qui aurait nécessité une concertation, que le pouvoir, le gouvernement réfléchisse sur la question, qu'on trouve des mesures d'accompagnement. Là où on ne peut pas expulser, parce qu'on peut troubler l'ordre public, il faut forcément dans ces conditions que l'on puisse trouver des mesures pour indemniser en quelque sorte les victimes. Mais que ce soit le président de la Cour suprême qui prenne une disposition de portée générale, c'est ce que je sens constater, une disposition de portée générale jusqu'à nouvel ordre. L'ordre viendra de qui pour la reprise? Parallélisme des formes, c'est lui qui dira quand est-ce qu'il faut reprendre. Et pour moi, je ne crois pas que ce soit une démarche normale. Ces préoccupations sont justifiées, mais il faut trouver des moyens beaucoup plus adaptés. Voilà. Donc, selon le confrère Focus Info qui a consacré un bel article au sujet, et comme vous, des avocats, des magistrats, des professeurs de droit, bref, des praticiens du droit, considèrent les mesures annoncées comme une décision illégale et inapplicable. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec, justement, Focus Info qui dit, qui conclut dans cet article-là, que cela peut être considéré comme... la décision du président peut être considérée a priori, d'une part, comme une entrave au droit constitutionnel d'accès à la justice, et d'autre part, cette décision porte a priori atteinte au droit de propriété? Oui, ça porte atteinte effectivement au droit de propriété. Et je veux dire également que, puisque le droit à la justice est un droit fondamental, et le droit à la justice, ce n'est pas l'accès simplement à la justice, c'est que les décisions puissent également être exécutées. Oui. Voilà, pris de cette façon, c'est comme ça on peut le considérer. Mais la réalité du problème est là. Et c'est pour cela que je dis qu'il faudrait le traiter autrement, plutôt que ce soit lui qui prenne la décision pour pouvoir... parce que son acte, finalement, je me demande, je cherche la nature juridique de l'acte, je ne parviens pas à me situer. C'est désormais une habitude. La dernière sortie du président de la Cour suprême a encore fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les rédactions. Voici un aperçu de ce que les journaux ont écrit sur les mesures annoncées par le président Yaya. Pas de répit pour le président de la Cour suprême, lance l'intelligent. Écho du pays, Abdoulaye Yaya veut mettre de l'ordre. Comme s'il répondait à Écho du pays, dubitatif Harakiri rappelle au président Yaya que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pour Liberté, après l'amer constat, Abdoulaye Yaya passe à l'acte. Abdoulaye Yaya passe enfin des discours aux actes, s'exclame en écho Togo Matin. Rejoignant le groupe des confrères visiblement soulagés par l'annonce du président de la Cour suprême, le bâtisseur affiche la une suivante. Abdoulaye Yaya siffle la fin de la récréation. Un grand pas de Yaya et des appréhensions, tel est le commentaire du confrère Le Correcteur. Sans doute pas totalement rassuré, Ouara, les vainqueurs, exprime ses réserves à travers les mots qui suivent.
Abdoulaye Yaya avance, mais commentant les mesures du président Yaya, la Manchette et le libéral posent exactement la même question. Jusqu'où ira Abdoulaye Yaya? Selon Vision d'Afrique, le président de la Cour suprême prend une décision explosive qui suscite la controverse. Illustration, le messager se demande pourquoi c'est maintenant. De son côté, un brin ironique, le journal du Togo s'exclame. Citation, quand un communiqué de presse revêt une force de loi. J'ai cité donc le journal du Togo. Toujours sur cette ligne, Focus Info pose cette question. Abdoulaye Yaya a-t-il dit le droit? Plus incisif, le médium s'écrit que le bazar s'arrête. Quant à Fraternité, ses préoccupations sont enfermées dans cette interrogation. À quand le service après-vente, c'est-à-dire quid des réparations des torts causés? Est-ce sa façon d'exprimer son doute sur l'autorité du président Yaya? Toujours est-il que la lanterne affirme à sa une que la mesure est déjà violée lundi dernier à Gamakopé par des faux mandataires. De son côté, l'expression choisit de nous rapporter le point de vue de Maître Tchassona Traoré qui aurait proposé la mise en synergie de plusieurs acteurs pour faire face au problème de la justice. Suite à son diagnostic, la dépêche est presqu'île, enfin, les états généraux de la justice. À supposer qu'elles soient légales, à votre avis, les mesures prises par le président, est-ce que ces mesures suffiront à régler les problèmes fonciers au Togo? Non, pas du tout. Là, le problème est plus profond que ça. Parce qu'il dit une suspension, c'est une mesure peut-être provisoire. Ouais. Et quand on va lever la suspension, quelle serait la situation? Et c'est justement pour cette raison, je dirais qu'il faut peut-être étudier de façon globale le problème. Quels peuvent être les moyens peut-être pour indemniser certaines personnes? Et ce sont des trucs à étudier au cas par cas. Et sinon, on ne peut pas de façon globale parler d'une suspension comme ça et s'arrêter là. Et c'est justement pour cette raison, tel que je crois un acteur le relevait, une concertation de façon plus grande que le pouvoir exécutif qui, en principe, dans ce scénario, serait chargé d'indemniser des personnes pour les décisions pour lesquelles on ne pourra plus procéder à une exécution. Ça permettrait de concilier la nécessité de l'ordre public, en quelque sorte, et la protection des droits des justiciables. Et si je reviens sur la décision du président, ceux qui vont entraver la décision qu'il a prise seront poursuivis pour vandalisme. En réalité, il devient un législateur en matière pénale. En quelque sorte, déjà. Et ça pose problème. Ça pose problème. Alors, je rappelle que nous recevons ce matin le premier secrétaire du Parti socialiste pour le renouveau. Pacte socialiste du Pacte socialiste pour le renouveau, PSR. National, voilà. Le professeur Oulou qui est un agrégé en droit privé et sciences criminelles, et nous sommes heureux d'avoir donc ce matin un spécialiste du droit pour aborder ces questions. Alors le président Yaya a fait sa dernière sortie quelques jours après une note circulaire du garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui, à travers une note circulaire, tente de réglementer la gestion des litiges fonciers. Alors plus globalement, et que devrait faire le gouvernement pour mettre fin ou du moins réduire les dysfonctionnements de la justice togolaise? Vous savez, ces problèmes ont commencé depuis longtemps. On aurait dû effectivement s'attaquer très vite à ces problèmes, plutôt que de les laisser se développer. Aujourd'hui, il faut réunir tous les acteurs. Quand je dis, en tout cas, plusieurs compétences, pour réfléchir. Et si c'est au niveau du gouvernement, c'est une question sur laquelle il faut profondément mûrir les idées, mettre en place au besoin une commission qui puisse analyser et proposer des solutions concrètes. Et je crois, par rapport à ce que j'ai déjà eu à dire, s'il y a des décisions qu'on ne peut pas exécuter, eh bien, si ces décisions sont devenues irrévocables et qu'on ne peut pas les exécuter parce que ce serait peut-être causer d'autres problèmes, le gouvernement s'engagera en ce moment à savoir dans quelle proportion il faut indemniser ces personnes. Et ce phénomène de gros bras, ce n'est pas quelque chose qui date, je vais dire, d'aujourd'hui. Cette expression existait. Et les gens, et parfois avec la complicité de certaines autorités militaires ou etc., parce que quand je dis militaire, ce n'est pas forcément
la hiérarchie supérieure, qui donne des appuis ou bien pistons pour des exécutions. Cela veut dire qu'il y a de réels problèmes au Togo sur ces questions foncières. Donc il faudrait mettre en place une commission, y réfléchir. Un nouveau code avait été élaboré. Quels sont les problèmes également qu'il pose, de sorte à pouvoir les régler, mais indemniser ceux qui ne pourront pas obtenir exécution de leurs décisions, étant entendu que cette exécution peut susciter des difficultés. Si nous prenons une personne qui est titulaire d'un titre foncier sur tout un quartier, est-ce qu'on va démolir les maisons du quartier parce qu'il a un titre? Je ne crois pas que ce soit une solution, une décision acceptable. Et en ce moment, c'est au pouvoir exécutif de pouvoir intervenir de sorte qu'on trouve une solution adéquate pour concilier les deux intérêts. Voilà. Alors, professeur, ça fait des années qu'on parle de dysfonctionnement de la justice togolaise, qu'on dit que ça ne marche pas, que voilà. Mais malgré les réformes de la justice, les citoyens continuent de décrier la justice togolaise. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des mesures qui permettent de contrôler l'action des juges et il n'y a pas d'extensions qui sont prévues? Pourquoi ça continue? Et voilà. Il faut le faire avec une réelle volonté politique. Regardez, quand la justice togolaise ne marche pas, on le dit, combien de magistrats ont été sanctionnés? Très peu de magistrats ont été sanctionnés. Premier point. Deuxième point, aujourd'hui, il est possible de mettre en œuvre des logiciels pour évaluer la productivité même ou bien le rendement des magistrats. Si les décisions ne sortent pas vite, etc., il faut voir quelle est leur production. C'est parce qu'il y a trop de dossiers, combien de dossiers ils traitent par mois, etc. Ensuite, si leur nombre n'est pas suffisant, et je crois qu'en partie aussi c'est le cas, mais il faut en former davantage. Et je sais qu'il y a des zones ou des régions dans lesquelles les juridictions ne sont pas encombrées, où il y a très peu d'affaires. Comment faire une affectation, je vais dire, assez raisonnable? Parce qu'il y a aussi des principes, c'est que en matière pénale, par exemple, le juge qui poursuit ne doit pas être celui qui instruit en principe, et il est différent également du juge du siège. Et quand vous prenez ces éléments, cela veut dire dans ces coins, peut-être les 3 magistrats forcément doivent y être. Ils y sont peut-être sous-occupés. C'est une possibilité, je n'ai pas les statistiques, mais je sais que les affaires n'ont pas les mêmes, j'allais dire, il y a très peu d'affaires dans certaines régions. Comment réfléchir pour une meilleure affectation de ces juges ou une certaine mobilité? Et je crois qu'il est possible parfois même d'associer certains deux acteurs auxiliaires de justice dans la prise de certaines décisions. Donc, il y a beaucoup de dispositions à prendre. Et quand on parle de la corruption des juges aussi, ce n'est pas moi qui le dis. Le président de la Cour suprême l'a dit. Le président de la République l'a dit. Quand vous voyez ces éléments par rapport aux sanctions, vous direz qu'il y a un problème. Est-ce que ce sont des questions de preuves qui se posent? Que faire pour que les preuves puissent être également établies? Et vous voyez, je n'ai pas une solution miracle de façon ponctuelle, mais toutes ces pistes de réflexion doivent permettre de retenir les solutions adéquates. Nous sommes ce matin avec le premier secrétaire du Pacte socialiste pour le renouveau, le professeur Komi Wolu. Vous vouliez revenir sur les problèmes de la justice togolaise? Vous avez encore... Oui, ce sont des questions en réalité permanentes. Je vous donne un exemple encore que je ne parviens pas à comprendre jusqu'à ce jour. Le tribunal du travail, sur l'ensemble du territoire au Togo, n'existe qu'à Lomé. Ce qui signifie que si un salarié à Dapan a des problèmes avec son employeur, il doit venir à Lomé. Et vous voyez un salarié pour une question de 300 000 francs, 200 000 francs, quitter Dapan pour Lomé. Et depuis plusieurs années, j'ai eu à dire ceci. Si on n'est pas en mesure de créer des tribunaux à l'intérieur du pays, tribunaux du travail, au moins au niveau régional, alors qu'il soit pris un texte au terme duquel, en attendant la création des tribunaux du travail, que les juridictions de droit commun connaissent les matières et connaissent donc des affaires sociales, en quelque sorte.
Et ça permet d'autant plus que tous ces magistrats ont la même formation et ils peuvent s'adapter. Mais on ne l'a jamais fait. Et le problème, c'est que ça devient une atteinte aux droits de l'homme, puisque l'accès à la justice est un droit fondamental. Oui. Et donc, quand on parle d'accès, il y a l'accès géographique également. Donc, le salarié à Dapan ne quittera pas pour venir saisir le juge à Lomé. De fait, il est privé donc de défendre ses droits, sauf lorsqu'il y aura des affaires d'une certaine ampleur. Quand on n'a pas de gros moyens, il faut avoir peut-être l'habilité nécessaire pour pouvoir prendre des mesures concrètes pour régler un certain nombre de problèmes. Justice toujours, le Togo serait de nouveau condamné par la Cour de justice de la CEDEAO dans 2 affaires de torture. Le recours par les Togolais à la Cour de justice de la CEDEAO et les condamnations prononcées contre le Togo. Professeur, quelle lecture en faites-vous? Ce recours systématique, finalement, c'est qu'ils n'ont plus confiance aux institutions internes. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, si le Togo est condamné, cela voudrait dire que les tortures sont encore pratiques courantes dans notre pays. Et ça, c'est le pouvoir exécutif qui doit pouvoir y mettre fin. Et il faut une réelle volonté politique. Il y a quand même une loi maintenant qui punit Mais il y a une loi qui punit, mais si les auteurs ne sont pas punis, si les auteurs ne sont pas sanctionnés, ça pose problème. Et vous voyez parfois, dans la mise en œuvre même de ces procédures, vous dites que c'est comme si ce sont des gens qui se disent « nous sommes au-dessus de la loi et rien ne peut nous arriver ». Parfois, certaines perquisitions qui se font, où je crois l'avoir déjà dit, on rentre, on casse des choses, alors qu'en réalité, cela doit se faire avec précaution. C'est des gens qui se disent « nous sommes au-dessus de la loi, rien ne peut nous arriver ». Ce n'est pas normal. Je parlais il y a quelques instants de cette transformation des mentalités. Il faut qu'elle soit générale pour notre pays. Qu'elle soit générale au niveau des civils, qu'elle soit générale au niveau des militaires, au niveau des dirigeants, au niveau des gouvernants, des gouvernés, pour que nous puissions faire autrement les choses. Et ces cas de torture qui se répètent, on condamne le Togo, n'honorent pas notre pays. Et je crois qu'il est possible qu'on y mette fin. Et que le président de la République, c'est lui, en réalité, qui incarne le pays. Et il faut qu'il ait cette volonté pour donner des instructions et que cette situation ne se répète pas. Ce n'est pas bien. Parlons de la Cour de justice de la CEDEAO, justement. Celle-ci aurait rejeté une demande de suspension de la procédure pénale contre M. Agboume Kodjo. Est-ce que vous êtes au courant et quelle est votre réaction par rapport à ça? Bon, il semble que la décision a été rendue hier seulement. Et je n'ai pas suivi la décision. Ouais. Et vous savez, demander qu'on suspende une décision, et disons une poursuite pénale en soi, peut-être la Cour peut dire que tout citoyen est justiciable des juridictions de son pays. Je peux comprendre ça comme ça. Maintenant, dans le cadre de ces poursuites, il faudrait que toutes les procédures soient respectées et que toutes les garanties lui soient reconnues, accordées, que ces garanties soient effectives. Et je n'ai pas lu la décision, mais il est probable que ce soit dans ce sens que la décision aille et suspendre les poursuites pénales si les faits sont avérés et qui sont effectivement des faits poursuivis par la loi. Je crois que la Cour dira effectivement qu'elle ne peut pas demander leur suspension. Par contre, le respect de toutes les garanties nécessaires, ça, je crois que c'est indispensable. Yeah. Voilà. Alors, une affaire qui pourrait finir peut-être à la justice, ce que certains commentateurs ont appelé un conflit territorial opposant la commune Golf 5 à celle de Golf 7. Dans la journée du 25 octobre, une équipe de la mairie de Golf 5 a mené une opération de désencombrement des voies publiques à Avenue Ouest qui, selon la commune Golf 7, est de son ressort territorial. Alors, comment peut-on comprendre cette confusion-là? Les maires ne connaissent pas les limites de leur ressort territorial, professeur Oulu. Et ce qui signifie qu'au moment de la délimitation, probablement que les choses n'ont pas été faites avec précision. Et ce n'est pas une bonne chose. Ou si cela a été fait avec précision, cela voudrait dire que c'est au niveau des maires qu'il y a confusion. Donc il faudrait recourir à l'acte qui délimite, qui a pu délimiter donc, les limites géographiques des communes. Mais au-delà de cela, quand on voit qu'un maire vient détruire et qu'un autre maire vient exprimer sa compassion, c'est du désordre dans l'action publique. C'est du désordre. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et vous voyez, pour des décisions de démolition de cette ampleur,
je crois qu'il aurait fallu une meilleure concertation et que les choses puissent se faire non plus au niveau des maires simplement, mais au niveau gouvernemental. Regardez, nous sommes dans la ville de Lomé. Si le maire de Golfe 5 par exemple le fait, et que Golfe 2 ne le fait pas, Golfe 3 ne le fait pas, Golfe 4 ne le fait pas, ça ne règle aucun problème. Donc ce sont des questions qui, à mon sens, dépassent les compétences, ou bien, je vais dire, dépassent en quelque sorte un territoire donné. Donc il faut une concertation. Vous savez, il peut y avoir des textes, mais la mise en œuvre avec sagesse, avec intelligence est indispensable pour pouvoir régler les problèmes. Et j'exprime aussi ma compassion à ces victimes qui, dans ces situations difficiles actuelles. Oui. Cette opération aurait conduit à la démolition de plusieurs kiosques, ateliers et autres étalages, et qui seraient donc sur la voie publique. Alors, le maire de Golfe 5 a-t-il le droit de procéder à cette opération? Est-ce qu'il en a le droit? Tel que je viens de le dire, normalement, et du point de vue des textes, j'avoue que je n'ai pas vraiment consulté, mais du point de vue même de l'opportunité, je dirais que ce n'est pas bien. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que le moment choisi, c'est le bon moment? Ce n'est pas le bon moment. Oui. Et comme je le dis, pour des questions de cette nature, il faut une concertation de façon plus globale, en réalité, pour que ce soit une mesure peut-être plus... Vous savez, la décision qui serait prise par un maire de démolir n'aura pas autant de portée qu'une décision qui serait de portée générale pour l'ensemble de la ville de Lomé. Et la façon dont les choses se sont procédées, se sont réalisées également, et montre qu'il n'y a pas eu d'humanité dans la mise en œuvre de ces décisions. Et c'est grave. Je ne crois pas qu'il ait raison de le faire. Nous allons maintenant dire un mot de l'actualité hors du Togo. Et voici le rappel de certains faits de cette actualité avec Anani Vidjirakou. Les autorités maliennes ont déclaré lundi persona non grata le représentant de la CEDEAO au Mali. 72 heures avaient été accordées au concerné Amédou Boli pour qu'il quitte le territoire malien. Le gouvernement du Mali a justifié sa décision par des agissements de Amédou Boli jugés incompatibles avec son statut de diplomate. Coup d'État lundi au Soudan, l'armée soudanaise auteur de ce putsch dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan a arrêté plusieurs dirigeants civils et a dissous les organes de la transition. Le premier ministre Abdallah Hamdok, arrêté dans un premier temps, a été libéré par après puis placé en résidence surveillée. La population soudanaise refuse ce coup d'État et manifeste sa désapprobation dans les rues de Khartoum en réclamant une transition avec les civils. Nous supportons la transition démocratique. Les autorités ont signé un accord constitutionnel qui les y engage. Nous nous opposerons à toute tentative de ne pas le respecter. Nous attendons un gouvernement civil élu, rien d'autre. Dans la foulée, l'Union africaine a suspendu le Soudan de ses instances jusqu'au retour au pouvoir d'un gouvernement de transition dirigé par les civils. Le procès de l'assassinat de Thomas Sankara a repris lundi au Burkina Faso. Le tribunal militaire de Ouagadougou a auditionné le soldat Élisée Ilboudo. Il reconnaît les faits, mais précise qu'il ne se souvient pas de tous les faits et gestes le jour du coup d'État. Mardi, le tribunal a validé l'intervention des témoins hors du pays. Mercredi, la Cour s'est penchée sur le rôle du général Djibé Diendéré le jour du coup d'État. Et puis, restitution des œuvres culturelles au Bénin. La France a hâté ce mercredi la restitution de 26 œuvres au Bénin jusqu'ici exposées au musée de Quai Branly à Paris. Le ton de cette restitution a été donné par le président français Emmanuel Macron lors d'une cérémonie à laquelle a pris part Aurélien Agbenonsi, chef de la diplomatie béninoise. Le retour au bercail de ces œuvres emportées du Bénin pendant le temps colonial est le fruit d'une bonne coopération entre le Bénin et la France, selon Jean-Michel Abembola, ministre béninois de la Culture. C'est un moment historique parce que c'est une première qui est une telle coopération, et si nous avons le courage du président Macron, nous avons non moins le courage du président béninois et surtout sa détermination à obtenir au profit du Bénin, au profit de l'Afrique, la possibilité de révéler l'histoire de l'Afrique, de révéler l'art et la culture d'Afrique, et surtout en ce qui concerne le Bénin, on peut même aller au-delà de 3000. Mais nous avons demandé un inventaire complet dans le cadre de la signature du programme de travail commun avec la France. C'est un début. Ces 26 œuvres, c'est largement en deçà de ce qui est possible, et nous sommes persuadés que nous aurons d'autres restitutions qui vont suivre.
Voilà, dernière ligne de cette émission. Professeur Oulou, le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara a été repris lundi dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Alors pour vous, quelles sont les leçons à tirer de ce procès? Vous savez, la première observation, c'est que les faits finissent toujours par nous rattraper. Parce que Blaise, l'ancien président burkinabé, et qui a fait plusieurs décennies déjà, d'ailleurs je crois au pouvoir, 27 ans, a fini par être rattrapé par ce qu'il a fait. Deuxième observation, c'est que ce n'est pas notre longévité aussi au pouvoir qui détermine ce que nous avons pu faire, ce que nous pouvons laisser à la postérité. Il faut autant que faire se peut, faire ce que l'on peut faire de bien, le faire et partir. Vous avez vu, Sankara n'a pas fait un mandat, ou bien n'a fait que 4 ans. On ne peut même pas parler de mandat puisque ce n'était pas une véritable élection. Et vous avez vu par rapport à ses idées, aujourd'hui il n'est plus là, plusieurs institutions qui portent son nom, une université même qui porte son nom. Oui. Et vous voyez que Blaise, de son vivant même actuellement, il ne peut même pas retourner dans son pays. C'est gênant. Et donc, par rapport à ces éléments, il faut être prudent dans la vie, autant que faire se peut. Essayons de défendre l'intérêt général, de bien le faire, et pour le reste, laissez l'avenir juger. Voilà. Que pensez-vous du refus justement de Blaise Compaoré de comparaître et donc de se défendre devant la justice de son pays? C'est vrai qu'aujourd'hui, il a pris la nationalité ivoirienne. Le contraire m'aurait étonné. Parce que s'il se présente, il sera condamné. Il finira peut-être ses jours en prison, ou tout au moins peut-être par une grâce. C'est aussi possible. Et la situation est telle qu'il lui sera difficile de dire qu'il n'a pas participé à cet assassinat. Et il sait ce qui pourrait l'attendre. Je ne présume pas de l'impartialité de la justice, mais seulement les faits sont tels qu'il sera difficile qu'il puisse établir son innocence. Donc il a préféré ne pas revenir. Alors, êtes-vous optimiste quant à l'issue de ce procès? Y a-t-il des chances que la vérité éclate sur ce qui s'est passé le 15 octobre 1987? Une part de vérité, mais pas toute la vérité. Vous voyez même le soldat qui a témoigné, qui dit qu'il ne se souvient plus de tout, lorsqu'il s'agissait de demander si le lieutenant Djendjen et... Galfando, quelque chose comme Non, ça. non, le général actuel, c'est Djendéré ou Diendéré plutôt. Oui. Je crois qu'il était lieutenant à l'époque. Il était lieutenant. Voilà. Oh. On lui demandait s'il était là ou non. Et il avait plus ou moins perdu la mémoire, comme s'il ne voulait plus dire les choses telles qu'elles sont. Cela voudrait dire qu'on ne connaîtra pas toute la vérité sur cette question. Il y aura une part de vérité, mais c'est vrai, avec le temps, peut-être les mémoires deviennent aussi beaucoup moins fidèles. Mais il y a des choses aussi qui ne seront pas dites. Mais pour l'histoire, quand même, ce procès permet d'établir une part de vérité. Nous changeons de sujet. Le représentant de la CEDEAO au Mali a été expulsé par les autorités de la transition qui l'accusent de mener des activités incompatibles avec son statut. Alors, visiblement, Assimi Goïta et ses amis sont décidés à se faire respecter. La crédibilité et l'autorité de la CEDEAO sont en cause dans cette histoire, n'est-ce pas? Oui. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose de ponctuel comme ça. La crédibilité de la CEDEAO est en jeu. Vous vous rappelez à notre dernière émission, vous avez rappelé l'une de mes phrases et que j'avais dite, je crois, en 2018, en disant qu'il y a un risque de divorce entre la CEDEAO des peuples et la CEDEAO des présidents. Mais les présidents, on dirait qu'ils sont sur une autre planète et qu'ils ne tiennent pas compte des réalités. Vous savez ce qui s'était passé au Togo avec les questions de délai à fixer pour les élections législatives. Et ce jour-là, lors des discussions, nous n'étions pas d'accord. Il y a eu de réel avec le président guinéen, Alpha Condé. Oui. Je me rappelle qu'il y a eu de grandes... Puisque je lui avais répondu en disant que les solutions qu'il préconisait n'étaient pas bonnes.
Et ce sont ces éléments qui sont en train de reconduire ailleurs. En demandant, par exemple, tel délai. C'est quoi 3 mois, 6 mois, 1 an dans la vie d'une nation? Lorsqu'on a des problèmes profonds qu'on cherche à régler. Et courir pour aller où alors qu'il y a de réels problèmes à régler. Et donc j'ai l'impression que quand on devient président, parfois, c'est qu'on pense qu'on est devenu tout puissant et qu'on a le monopole de la vérité. Tout ce qu'on dit, c'est ce qui doit passer. Non, que nos présidents fassent preuve d'humilité et qu'ils puissent mieux comprendre les situations, discuter. Et ce n'est pas tout. Quand un président en exercice fait des bêtises, permettez-moi l'expression, fait les bêtises, généralement les autres ne disent rien. C'est quand ça se gâte maintenant qu'ils interviennent pour dire la CEDEAO intervient. Quand il y a ces modifications de constitution pour un 3e mandat, quand les gens ripostent et disons résistent, on les tue, on dit non-ingérence, on ne veut pas intervenir, on ne dit pas grand-chose. Quand il y a coup d'État maintenant, ils viennent. Non, ça manque de cohérence. Il faut être ferme même à l'égard de ceux qui sont au pouvoir lorsqu'ils ont des attitudes qui ne sont pas conformes à la Constitution. Et c'est comme ça que la CEDEAO va retrouver toute sa crédibilité. Il n'est pas, je ne serais pas heureux que la CEDEAO vienne totalement après sa crédibilité, mais il faut que nos dirigeants se ressaisissent pour rétablir l'équilibre. Alors, qu'est-ce que le Mali risque en mettant dehors comme ça ce représentant de la CEDEAO? Pas grand-chose à mon avis. Ils parleront des frontières qui sont fermées avec nos portières poreuses dans nos pays. Là, je ne vois pas concrètement. Et je crois que la CEDEAO aussi n'a pas intérêt, en réalité, à ce que le Mali soit mis pendant longtemps à l'écart, parce que ça peut faire tache d'huile ailleurs. Donc, il est préférable de discuter et qu'il y ait davantage de cohésion. Bien. Et depuis lundi dernier, la situation au Soudan se résume au tableau suivant. État d'urgence, arrestation de dirigeants civils, répression des manifestants, etc. Il est même prévu aujourd'hui une grande manifestation au Soudan. Alors, le général Abdel Al-Burhan s'est installé seul aux commandes du pays. Alors, comment en finir avec les coups d'État en Afrique et comment comprendre ce recul démocratique sur le continent, professeur Oulou? Il n'y a que l'État de droit qui puisse permettre de faire obstacle au coup d'État. Et je crois que le cas du Soudan est particulier. C'est une résistance en quelque sorte encore par rapport aux avancées démocratiques. Mais on ne peut pas comparer cela peut-être à d'autres situations dans lesquelles il y avait plus ou moins un état de droit que les dirigeants ont essayé de remettre en cause et ont justifié des coups d'État. Parce que vous voyez certains coups d'État qui sont soutenus par la population. C'est le cas en Guinée. Et cela a été le cas également au Mali. Vous prenez le Soudan, vous voyez la résistance de la population. Vous voyez, cela indique que les peuples ont soif de la démocratie. Les peuples ont soif de l'état de droit. Donc il n'y a qu'un véritable état de droit pour mettre fin aux dictatures, au coup d'État. De sorte que celui-là même qui veut faire un coup d'État se dise, attention, il y aura des résistances et voilà, et qui ne puisse pas faire un coup d'État, garder le pouvoir. Oui, est-ce que le fait pour l'Union africaine et la communauté internationale d'avoir avalisé le coup d'État du président égyptien, le maréchal Al-Sisi, n'est-ce pas le péché originel de cette nouvelle ère de coup d'État qui s'est ouverte en Afrique? Parfois, les puissances occidentales donnent l'impression de ne protéger que leurs intérêts. Il y a certains coups d'État qui, en réalité, qui sont souhaités par la population, mais qui laissent passer. Si vous prenez peut-être une leçon d'Égypte, nous prenons également plus ou moins ce qui s'est passé au Tchad. Oui. Et ça donne l'impression effectivement qu'il y a 2 poids 2 mesures. Et les auteurs de certains coups d'État peuvent se dire aussi que nous pouvons le faire et qu'il est légitime de le faire. Donc les puissances occidentales, en réalité, c'est trop souvent leur intérêt qui protège, et selon qu'ils aient des intérêts que l'auteur du coup d'État peut défendre ou non, et ils n'ont pas la même fermeté contre les auteurs des coups d'État. Voilà, dernière question de cette émission, la restitution des œuvres d'art par la France au Bénin. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça, professeur Oulou? C'est une bonne chose. Les œuvres ne font que retourner là où elles auraient dû être depuis toujours. Et parfois... Est-ce qu'on doit dire merci à la France ou bien c'est à la France de dire merci au Bénin?
L'essentiel, c'est que les œuvres retournent là où elles auraient dû être. Mais quand je vois parfois certains Français résister en disant c'est une spoliation, en disant cette restitution fera tache d'huile, etc., je crois que sur le plan intellectuel, ce n'est pas honnête de leur part de pouvoir raisonner comme ça. Et il faut que les œuvres retournent là où elles auraient dû être. Et je crois que c'est une bonne chose qu'ils aient eu le courage aujourd'hui de le reconnaître et qu'ils aient commencé, espérant qu'ils vont poursuivre cela. Bien, professeur Oulou, on a encore 2 minutes. Est-ce que vous avez une conclusion et votre mot de fin? Non, puisque nous parlons politique et que c'est la situation de notre pays qui nous préoccupe, et c'est un appel que moi je lance de façon permanente à tout le monde, au régime, à l'opposition, à la population. Prenons conscience du fait que nous n'avons que ce seul pays et que le retard du pays nous cause préjudice à nous tous. Par conséquent, ceux qui sont au pouvoir doivent faire un examen de conscience et ceux qui sont dans l'opposition doivent faire autant. Et pouvoir gagner du temps, pourquoi ça ne donne rien et que nous puissions de façon sérieuse aborder les problèmes de notre pays. Vous voyez tous les problèmes que nous avons eu à aborder aujourd'hui, une justice malade, par exemple, ce n'est qu'un cas l'éducation. Tous ces problèmes, nous pourrons les régler si nous nous asseyons et nous discutons sérieusement. Voilà. Fin de cette émission. L'invité de ce samedi est le premier secrétaire du Pacte socialiste pour le renouveau PSR, M. Komi Oulou, professeur agrégé en droit privé et sciences criminelles, l'ancien doyen de la faculté de droit de l'université de Lomé. Auditrices et auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Ma gratitude à Hervé Essay, à Nani Vidjirakou et à Haïté Vincent pour leur fidèle accompagnement. Je rappelle que cette émission est rediffusée dimanche à partir de 11h. Prochain rendez-vous de Rétro 7 samedi prochain à 10h si Dieu le veut. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.